Il est 11h30, bonjour à tous et merci de votre participation à ce deuxième webinaire. Je suis Yolande Virissal, docteur en droit spécialisée en responsabilité civile et assurance, actuellement responsable des activités de recherche juridique chez VDCOM. Aline Segalard, chargée de com événementiel de VDCOM, m'accompagne pour la logistique et notera vos questions auxquelles je tenterai de répondre à la fin de la présentation. Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur l'évaluation du dommage matériel automobile. J'ai choisi ce sujet pour 3 raisons. D'une part, parce qu'on évoque souvent la question de l'augmentation ou de la diminution des primes d'assurance automobile, mais on oublie qu'une partie de la prime d'assurance est directement liée à la valeur du véhicule lui-même. Or, avec le déploiement des nouvelles technologies, la valeur du véhicule a déjà augmenté. Et il sera alors important, en cas de sinistre, de pouvoir déterminer avec précision le montant du dommage. Ensuite, parce qu'en cas d'accident, l'évaluation du dommage est réservée aux experts en automobile et qu'il est important de maîtriser leur rôle et leur mission dans l'évaluation des dommages qui toucheront aux véhicules autonomes, entendus ici comme autant des véhicules automatisés, voire connectés. Et enfin, ce sujet m'a paru intéressant car il permet de faire un point sur l'article 32 de la loi d'orientation des mobilités, la LOM, l'article 32 portant sur la question de l'accès aux données. C'est pourquoi je vous propose de revoir ensemble quelles sont les missions dévolues à l'expert en automobile aujourd'hui et pourquoi l'accès aux données par eux pourrait être justifié sans que l'on demande le consentement de la personne concernée par la donnée à protéger. En introduction, il est important de rappeler que quelles que soient les caractéristiques du véhicule autonome, son aspect portant sur l'automatisation ou encore sa connectivité, ne se substitue pas à sa caractéristique première qui est celle d'être un véhicule terrestre à moteur. François Mondello, président de l'Alliance nationale des experts en automobile, l'ANEA, avec qui j'échange régulièrement, m'avait même dit lors de notre première rencontre qu'un véhicule autonome reste avant tout un véhicule avec 4 roues, des phares, des freins, etc. Et que toutes ces caractéristiques premières, voire même primaires, font du véhicule autonome un véhicule au sens de l'article L326-4 du Code de la route, article qui traite de la mission des experts en automobile. C'est pourquoi, dans le cadre de la première partie de notre présentation, je voudrais mettre l'accent sur le statut de l'expert en automobile, car nous le verrons, les spécificités liées à la profession pourraient, à mon sens, justifier qu'il soit autorisé un accès aux données du véhicule sans le consentement de la personne concernée par la donnée à protéger. Avant toute chose, je rappelle que la profession d'expert en automobile doit être distinguée du statut d'expert judiciaire inscrit sous la rubrique automobile. Je ne traiterai pas aujourd'hui de la différence de statut. Je préfère, dans le temps imparti, faire le focus sur la profession réglementée de l'expert en automobile, étant entendu que l'expert en automobile et l'expert judiciaire ont une mission identique, notamment celle de déterminer l'origine de l'accident. S'agissant de la profession réglementée, la qualification professionnelle et l'exigence d'une connaissance adaptée de l'engin constituent à mon sens des garanties quant à l'expertise réalisée. À cela, on peut même ajouter l'exigence du secret professionnel. Le principe du secret professionnel est en effet applicable de plein droit à l'expert en automobile. Il lui est en effet interdit de divulguer des informations dont il a été dépositaire, et cette interdiction repose sur plusieurs fondements. L'article 226-14 du Code pénal de portée générale édicte un principe applicable à toute personne dépositaire d'une information secrète. De plus, l'article 244 du Code de procédure civile impose à l'égard de tout technicien l'interdiction de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission. Au cours des mesures d'instruction, l'expert sollicité par le juge doit ainsi veiller au respect du secret professionnel et apporter les éclaircissements demandés en révélant uniquement les informations nécessaires à l'instruction et recueillies légitimement. Dès lors, les experts en automobile doivent être les garants des secrets révélés par l'expertise, non seulement au titre des règles générales applicables à tout technicien, mais également en raison des spécificités propres à leur profession. En effet, la protection des secrets est également garantie par le Code de la déontologie de la profession, ce qui permet aussi d'appliquer le principe aux expertises amiables. Par ailleurs, le Code des assurances impose expressément à toute personne intervenant pour les besoins de l'assuré
mettant en œuvre une garantie de protection juridique, le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal. C'est donc dire que l'expert en automobile est fiable, si j'ose dire, et il ne saurait être comparé à un assureur, notamment parce que l'expertise de la profession d'assureur est incompatible avec la profession d'expert en automobile selon l'article L326-6 du Code de la route. Nous venons de le voir. L'accès à la profession est réglementé et les conditions d'exercice de la profession d'expert en automobile garantissent son indépendance et son impartialité. Ces dispositions sont d'autant plus importantes que le Code de la route édicte deux missions principales de l'expert en automobile. L'expert en automobile est en effet la personne expressément désignée par le Code de la route pour déterminer l'origine de l'accident et la valeur des dommages. C'est aussi à l'expert en automobile qu'incombe la mission de service public de signalement auprès des autorités du fait qu'un véhicule ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité en raison de son état. Deux remarques ici. D'une part, j'ai bien dit que l'expert en automobile était la personne expressément désignée par le Code de la route. Je précise même que le Code sanctionne également celui qui exercerait des missions dévolues à l'expert en automobile, comme celui qui utiliserait le titre d'expert en automobile alors qu'il n'en a pas la qualité. D'autre part, lorsqu'on lit l'article L327-5 du Code de la route ici affiché, on pense évidemment aux procédures permettant de qualifier le véhicule d'économiquement irréparable, le VUI, ou encore gravement endommagé, le VGE. Il n'est pas précisé par les textes ce que l'on entend par état du véhicule ni conditions normales de sécurité. De sorte que je me demande si on ne pourrait pas considérer qu'un véhicule dont le logiciel aurait été piraté par un hacker ne pourrait pas être considéré par un expert comme gravement endommagé et portant atteinte aux conditions normales de sécurité. Ces procédures classiques sont bien connues des experts en automobile, elles trouveraient application et il appartiendrait alors à l'expert en automobile de produire un premier rapport d'expertise comportant la liste des réparations à effectuer, par exemple réinitialiser l'antivirus, et une fois les travaux terminés, il en contrôlerait la conformité, puis les validerait en rédigeant un second rapport d'expertise. Mais pour cela, encore faut-il qu'il puisse avoir accès aux données du véhicule. Vous l'avez compris, cette question de l'accès aux données par les experts en automobile me semble importante pour l'exercice même de leur mission. C'est pourquoi cette deuxième partie de la présentation est consacrée à la qualification juridique des données du véhicule et à l'article 32 de la LOM réglementant l'accès aux données. Les données du véhicule constituent une donnée à caractère personnel protégée par le RGPD. Dans son pack de conformité véhicule, la CNIL a même rappelé que l'ensemble des données du véhicule peuvent rendre identifiable à minima le titulaire de la carte grise, de telle sorte que les données du véhicule, même si elles apparaissent purement techniques, constituent des données personnelles. Concrètement, et de façon très schématique, cela signifie que pour pouvoir accéder aux données du véhicule, soit il existe une obligation légale qui prévoit la collecte et le traitement de la donnée, sans le consentement de la personne concernée par la donnée à protéger, et ce notamment pour effectuer une mission d'intérêt public. Soit la personne souhaitant accéder aux données du véhicule doit obtenir le consentement express de la personne concernée par la donnée à protéger, après lui avoir exposé notamment les finalités du traitement. Or, la difficulté concernant les données du véhicule me semble être l'identification de la personne concernée par la donnée du véhicule à protéger. On ne peut pas, à mon sens, considérer que le propriétaire du véhicule ou le titulaire du certificat d'immatriculation soit la seule personne concernée par la donnée à protéger. En effet, un prêt de véhicule ou encore une location sont des situations courantes et en fonction de la donnée qui est collectée, on pourrait atteindre des personnes différentes. D'où l'intérêt, me semble-t-il, de prévoir une disposition légale
organisant la collecte des données du véhicule aux fins d'expertise après l'accident. La loi d'orientation des mobilités, la LOM, du 24 décembre 2019, a validé le principe de l'introduction des dispositifs d'enregistrement des données et les textes d'application devraient réglementer les modalités, notamment d'accès aux données. La question se pose de savoir si les experts en automobile devront demander le consentement de l'utilisateur du véhicule et ou du titulaire de la carte grise à minima pour pouvoir accéder aux données d'enregistrement du véhicule et exercer leur mission. À la lecture de l'article 32 de la LOM ici affiché, on constate plusieurs éléments. Premier élément, le vocabulaire utilisé pour l'accès aux données est différent. On doit rendre accessible la donnée aux assureurs, mais on doit permettre un accès non discriminatoire de la donnée aux experts en automobile. Est-ce à dire que pour les experts en automobile, l'accès aux données sera soumis à l'appréciation de leur pertinence, alors que pour les assureurs, l'accès à la donnée serait, je dirais, plus automatique? Si tel est le cas, on ne comprendrait pas la différence qui est faite, alors même que l'expert en automobile ne peut pas exercer la profession d'assureur, nous l'avons rappelé, et que par ailleurs, il exerce une mission de service public visant à empêcher la circulation des véhicules qui ne présentent pas des conditions normales de sécurité. Autre élément d'interrogation, l'article 32 de la LOM répertorie les situations pour lesquelles un accès à la donnée semble être prévisible. Mais quid des missions dévolues par le Code de la route à l'expert en automobile? Le 6e de l'article 32 de la LOM, qui réglemente l'accès aux données pour les experts en automobile, ne semble viser que leur mission accessoire. À lire le texte, j'ai le sentiment qu'aucune obligation légale n'a été introduite par la LOM pour réglementer l'exercice des missions dévolues à l'expert en automobile, lequel resterait alors contraint de recueillir le consentement de la personne concernée par la donnée à protéger pour pouvoir accéder aux données du véhicule et effectuer sa mission de service public et de détermination de l'origine de l'accident. Cependant, on pourrait penser que la collecte et le traitement de la donnée par l'expert en automobile puissent être licites même sans le consentement de la personne concernée, puisqu'en application de l'article 6 petit f du RGPD, le traitement est licite si, je cite, il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou au relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Je pense que cette courte présentation permet d'identifier une difficulté qui pourrait être résolue par les textes d'application. Les textes d'application de l'article 32, 6e de la LOM pourraient prévoir à l'avenir de distinguer selon la mission de l'expert en automobile. Pour ses missions premières de service public, je vous le disais, détermination de l'origine de l'accident, voire mise en sécurité des véhicules gravement endommagés, on pourrait envisager de lui garantir un accès à la donnée quasi automatique, puisqu'en effet, au-delà de lui permettre un accès non discriminatoire, je pense que les garanties statutaires qu'il présente pourraient lui permettre d'accéder, ou en tout cas d'avoir un accès équivalent à celui prévu à l'égard des assureurs. La finalité du traitement de la donnée est différente, vous l'avez compris, entre l'assureur ici identifié comme étant celui qui aurait accès à la donnée pour déterminer les indemnisations, alors que pour l'expert en automobile, l'accès à la donnée permettrait de répondre à ces missions identifiées dans le Code de la route. En revanche, pour ces missions accessoires, notamment d'aide à l'acquisition d'un véhicule d'occasion, on pourrait maintenir l'exigence du consentement de la personne concernée par la protection de la donnée, avec un accès non discriminatoire aux experts en automobile, proposant ici un service. Le texte d'application de la LOM aurait dû être pris dans les 12 mois de la promulgation de la loi, soit avant le 24 décembre 2020. Mais la pandémie mondiale que nous connaissons a bouleversé le calendrier législatif et un délai a été accordé pour reporter la publication des dits textes avant la fin avril 2021. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain webinaire pour faire le point sur les textes d'application qui seront pris
Et je vous informe que vous pouvez d'ores et déjà retrouver la synthèse de mes propos d'aujourd'hui dans un article publié à la revue Jurisprudence automobile ce mois-ci. Les références sont intégrées à la présentation que nous vous enverrons. Il me reste à vous remercier pour votre attention, mais avant de vous quitter, Aline, est-ce que nous avons des questions? Bonjour à tous, merci de votre participation. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc n'hésitez pas à en poser. Nous sommes à votre écoute. Pas de questions, est-ce que tout a été clair? Vous pouvez également nous écrire, hein, si vous préférez, je peux aussi lire les questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si tu la vois. Donc, la première question, bonjour, merci pour cette introduction. Pouvons-nous aujourd'hui savoir quel sera le rôle des constructeurs et des fournisseurs dans l'accès aux données? C'est une question extrêmement délicate à laquelle je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui. Pour être assez, on va dire, assez précise, c'est les textes d'application qui vont nous permettre d'avoir une connaissance des modalités. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner ces informations. Mais je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous répondra par écrit si besoin. La présentation et le replay seront disponibles dans les prochains jours. Et puis, bien, il me reste à vous donner rendez-vous au prochain webinaire dans 15 jours. Merci à tous, au revoir.